Bonjour Clément Domingo. Bonjour Timothée. Soyez le bienvenu. Vous êtes alors ce qu'on pourrait appeler un gentil hacker, un hacker éthique. Votre pseudonyme Sax. Vous êtes expert en cybersécurité, engagé auprès d'un certain nombre d'organismes, d'entreprises, de gouvernements, même africains, que vous conseillez pour aider justement à mieux se protéger face aux risques notamment de la cybersécurité, de la cyberguerre également. On va parler de tous ces enjeux parce que c'est peut dire que votre métier a de l'avenir, Clément Domingo. Parlons d'abord de la France. Il y a quelques jours, le ministère de l'économie signalait être la cible d'un acteur malveillant et qui donc est parvenu à rentrer dans un fichier particulièrement sensible, le fichier national des comptes bancaires, un fichier qui contient, qui contient les RIB, les IBAN notamment, les identités bien évidemment d'un certain nombre d'utilisateurs. Près de 1,2 million de comptes seraient concernés. Et alors, cette fuite est loin d'être un cas isolé puisque nous avons une société le même jour, la société ID Merit, spécialiste de la vérification d'identité par les banques, qui elle aussi a annoncé avoir été ciblée. 1 milliard d'identités dans le monde, dont 53 millions en France. Donc ça veut dire que toutes les personnes, y compris les gens qui nous regardent, y compris vous Timothée, lorsque vous allez sur une banque, en tout cas dans des services bancaires, assez souvent aujourd'hui on vous demande de vous identifier, donc ça passe par une identification numérique, donc à savoir donner votre pièce d'identité, qu'elle soit votre passeport, votre carte d'identité nationale, ou en tout cas encore votre visage, et donc tout ça, se dire que ça a été exposé, ça pose d'énormes sujets, ça peut rendre d'énormes soucis, aussi bien sur notre souveraineté, mais surtout sur un autre sujet dont on a beaucoup parlé en début d'année, qui va refaire parler, vous savez, c'est cette fameuse interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais qui dit interdiction de ces réseaux sociaux aux moins de 15 ans, dit forcément que vous allez aussi devoir vous identifier, et donc si on ne peut pas faire confiance à ce tiers de confiance, que ce soit un tiers de confiance qui est lié à l'État ou une autre société, ça repose toutes les questions, toutes les bases même de notre souveraineté. Et ça pose des questions qui sont effectivement assez vertigineuses, parce que là, nous avons cité quelques cas. En réalité, on aurait également pu parler, par exemple, du compte de l'Olympique de Marseille, qui annonce cette semaine avoir été victime, là aussi, d'une attaque. On aurait pu parler également des utilisateurs, des usagers de la CAF et des bénéficiaires, notamment du RSA. Pas plus tard qu'encore qu'hier, mais je pense que absolument, les gens ne se rendent pas compte. Il n'y a pas une journée aujourd'hui où on n'a pas de fuite de données. On a pu aussi parler de ce fameux, vous savez, fichier de la FFTIR, où il y a eu des gens aujourd'hui qui possèdent des armes chez eux, qui ont été victimes de cambriolage, mais surtout aussi, là dernièrement, de la Fédération française de chasse, qui a aussi été piratée. Et il ne faudra pas être surpris de voir dans les prochaines semaines que ces personnes-là qui détiennent des armes de catégorie C soient aussi cambriolées. Quelle est l'ampleur de ce phénomène, Clément Domingo? Vous qui suivez cela de près, et vous faites d'ailleurs des cyber-alertes sur vos réseaux sociaux, et c'est vrai qu'en préparant l'émission, alors je suis allé regarder, vous dites d'ailleurs un jour une alerte, mais en fait c'est un jour des alertes, parce que des alertes comme celle-là, vous en faites mais à l'appel, quoi. Je pense qu'il va falloir même que je revoie cette formule-là, c'est plus un jour une cyberattaque, un jour une fuite de données, mais c'est plutôt un jour une multifuite. Rien que ce matin, on a encore 3 organismes, dont des fédérations françaises, qui ont été piratées. Donc pour parler un peu de cette ampleur-là, je pense qu'elle est juste sans précédent. Et pour donner un autre ordre d'idée, Timothée, dites-vous qu'aujourd'hui en France, on n'est pas souvent premier, mais hélas, on est premier aujourd'hui en Europe sur ces fuites d'informations, tellement elles sont de partout et tous les organismes sont touchés. Et ça peut effectivement toucher n'importe quel organisme, n'importe quelle association, n'importe quelle institution. Comment ça se passe quand on est victime d'une cyberattaque? Alors, on reçoit un mail, donc là, par exemple, de la direction interministérielle du numérique qui vous informe et qui vous dit, un accès non autorisé a été constaté à vos comptes, à un certain nombre de données. À quoi c'est dû ces vols de données? Là, par exemple, on parlait de la CAF, donc c'est un organisme étatique qui en est victime. J'imagine quand même que ça ne se hack pas comme ça, un compte comme celui-là. Et détrompez-vous dans la mesure où aujourd'hui ces cyberattaques sont tellement faciles, et c'est surtout l'œuvre de jeunes, qui plus est sont français ou francophones. Vous savez, donc on est très loin de cette image comme quoi les cyberattaques viennent de puissances étrangères. Et la première qui vient, j'imagine, aussi bien vous dans votre esprit que dans l'esprit de beaucoup, c'est la Russie. Certes, ça existe, mais on est aujourd'hui très 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 loin. Aujourd'hui, ce sont des jeunes qui, pour certains, ne sont même pas encore majeurs. 16, 17, 18 ans. Alors, qui est derrière tout cela? Donc, vous dites déjà, ils sont forcément en France? Certains sont en France, d'autres ne sont pas en France. En tout cas, ils sont francophones. Ça peut être aussi bien au niveau du Maghreb ou en tout cas dans d'autres pays. Mais en tout cas, ils sont francophones, soit de parents français, ou en tout cas ayant la double nationalité. Et ce sont ces jeunes-là qui attaquent la France. Est-ce que ces failles, ces attaques, sont forcément dues à une faille du système de sécurité? Ou est-ce que ça peut être dû, dans un certain nombre de cas, par exemple, à une malveillance d'un collaborateur?
Ah, c'est excellent et pertinent de votre question. Dites-vous qu'on a les deux. La plupart du temps, on est très loin, vous savez, de ces séries romancées à la hollywoodienne où ils vont taper énormément de choses hyper compliquées sur leur clavier. On est très loin de ça. Ils vont trouver simplement des identifiants, donc un mot de passe, un nom d'utilisateur, se connecter. Pour le ministère de l'Intérieur, ça a été le cas. Pour d'autres sociétés, pour d'autres fédérations françaises, ils vont s'infiltrer. Il y a aussi aujourd'hui cette manière qu'ils ont de faire. Donc, ils vont trouver vos informations. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour une grosse entreprise où il y a eu des millions de données, c'est qu'ils ont trouvé les informations d'un employé. Cet employé-là, ils l'ont appelé, ils se sont fait passer pour le service technique et c'est comme ça qu'ils récupèrent plus de comptes. Il y a encore un autre cas où là, c'est totalement lunaire. Ils proposent de l'argent, donc ils trouvent que ce technicien était au SMIC, donc ils proposent beaucoup plus que ça, donc une somme à 4 chiffres qui commence par un 9. Et c'est comme ça cet employé qui vend en quelque manière ses identifiants pour s'introduire ensuite dans le système. Et une fois qu'ils sont dans le système, c'est hyper simple. Donc là, on est très loin, si vous voulez, un peu de cette... parfois, vous savez, des cyberattaques hyper compliquées. On est surtout sur une dette technique, une faille humaine, Oui. parce que les entreprises, parce que peut-être aussi vos téléspectateurs sont très mal informés, très mal protégés, ce qui rend ces cyberattaques hyper simples. Que cherchent-ils à faire, ces cybercriminels? On évoquait par exemple donc, le fichier national des comptes bancaires avec des données qui sont particulièrement sensibles. On le disait, des RIB, des IBAN et autres. 1,2 million de personnes concernées. Que peuvent faire, que veulent faire ces cybercriminels de ces données? Je vais parler juste de deux choses. La première, imaginez que j'ai absolument toute votre identité numérique, personnelle, mais aussi vos coordonnées bancaires. Ça va me permettre, si je suis un cybercriminel ou que je les revends à d'autres arnaqueurs, de venir ouvrir des crédits à votre nom, mais surtout aussi, vous savez, procéder à une arnaque aujourd'hui qui est très 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 présente, qui est l'arnaque au faux conseiller bancaire. Lorsque je vous appelle, que je vous donne presque toutes les informations, et donc vous vous dites, bah oui, c'est forcément ma banque qui est en train de me les donner. D'accord, donc ça permet de gagner en crédibilité. Et en crédibilité, mais surtout derrière, de venir faire passer à l'étape ultime, et ça je le rappelle, c'est de gagner de l'argent, parce que toutes ces cyberattaques, une grande majeure partie d'entre elles, n'a pour autre but que de gagner de l'argent. Et donc une fois que je vous mets en confiance, que ce soit crédible, je peux vous faire croire qu'en bas de chez vous, il y a un camion. C'est d'ailleurs même arrivé dans certaines arnaques dernièrement. Et donc là, il y a la personne qui se présente, en tout cas une autre personne qui vous demande votre carte bancaire et qui va derrière absolument vider votre compte. Vous dites que c'est généralement une question d'argent. Il n'y a pas d'attaque, par exemple, dans la simple volonté de nuire, quand on va décider de bloquer, par exemple, le site de la Poste. Ça avait été le cas il y a quelques mois. C'est le cas, exactement. Qu'est-ce qu'on en fait de cela? Ah bah c'est vrai qu'il y a aussi vraiment ces attaques-là où on va être vraiment sur de l'ingérence, sur de la déstabilisation, et ça a été le cas pour la Poste, mais ça a aussi été le cas pour énormément d'autres structures, mais il ne faut pas aussi venir occulter le fait qu'aujourd'hui que toutes ces fuites d'informations-là vont permettre d'une manière ou d'une autre de venir presser des gens, donc leur dire bah on a les informations sur vous, mais aussi sur vos enfants, et donc ce n'est plus du tout la même dynamique. Et je suis même quasi sûr, et donc ça je m'en inquiète, que pour les prochaines semaines, les prochains mois à venir, dans le cadre de l'élection présidentielle, de voir des personnes proches de ces équipes de campagne qui puissent subir des menaces, des pressions, parce que on a eu ces fuites d'informations. D'ailleurs, je ne vous apprends, je ne trahis aucun secret pour dire que ces dernières semaines aussi, on a vu passer énormément de gens qui ont été cambriolés, qui ont été séquestrés parce qu'elles avaient des crypto-monnaies. Et ces crypto-monnaies-là, une partie d'entre elles se retrouvaient dans des fuites d'informations. Donc, on se rend compte qu'en partant juste des fuites d'informations, il y a tellement de choses et dont l'ultime, je pense, c'est un peu notre souveraineté numérique parce qu'on en parle énormément actuellement. Et ce qui est intéressant, vous avez tout un travail d'alerte et de sensibilisation. Vous dites ces cyberattaques, au fond, alors quand on est un particulier en tous les cas, c'est impossible de les éviter, mais en revanche, eh bien, il est possible d'en limiter les conséquences. Comment ? En limiter les conséquences, je dirais 3 choses, Timothée. La première, c'est que tant que notre organe d'État, nos politiques ne réagiront pas, et aujourd'hui, je commence vraiment à m'agacer de voir ce silence abasourdant, vraiment totalement fou, où on a cyberattaque sur cyberattaque et de ne presque pas entendre nos politiques. La deuxième chose, c'est que des professionnels comme moi vont faire ce travail d'alerte, vont faire ce travail de sensibilisation, donner les bonnes manières, la manière vraiment de se protéger. Et au final, vous allez tout faire, mais vous allez donner vos données dans des entreprises, dans des organismes, et ce sont ces organismes qui vont se faire pirater. Donc tout le travail revient à zéro. Et surtout, la troisième, je dirais qu'il est grand temps d'ouvrir les yeux, parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui commence à prendre de plus en plus de place, et qui risque d'être aussi terrible, c'est l'intelligence artificielle. Je pense, y compris vous, y compris aussi tous les gens qui vont nous regarder, doivent peut-être au quotidien, en tout cas à la semaine, ouvrir des
intelligences artificielles, que ce soit ChatGPT ou Claude, discuter avec elles, et au travers de ça, on donne encore plus d'informations. Et à un moment donné, aussi bien par rapport aux États-Unis, à la Chine, ces données que l'on donne auront, je pense, un revers de bâton et donc un revers de la médaille. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de quantifier le nombre d'attaques dont nous sommes victimes sur le territoire national? Oui, je tiens quelques chiffres avec d'autres personnes aussi. Depuis 2-3 ans, on est au moins sur au moins 400 fuites d'informations, et surtout sur ces 400 fuites d'informations qui sont bien en deçà des chiffres que la CNIL, donc notre autorité de régulation, on va dire de la protection des données, donc disait par exemple que l'année dernière, en 2025, ils ont reçu plus de 5000 alertes aux fuites de données. Et aujourd'hui, pour encore donner un autre chiffre totalement vertigineux, j'ai eu en ma possession, parce que je discute avec pas mal de cybercriminels qui viennent me parler, un fichier aujourd'hui qui avoisine pas loin de 800 millions de données personnelles cumulées sur la France. Ça veut dire que lorsqu'on prend ce chiffre totalement vertigineux et qu'on le ramène à la population française, donc au nombre de personnes qui est en France, ça veut dire y compris vous, y compris les personnes qui nous regardent, vous avez au moins vécu entre 3-4 fuites de données sur ces 10 dernières années. D'ailleurs, ça se vérifie assez facilement. Vous devez au quotidien recevoir soit des SMS, soit être harcelé au téléphone, et ce n'est rien d'autre que la résultante de ces fuites de données. Quand on reçoit ces appels-là, quand on reçoit notamment ces mails, ces phishing, eh bien, c'est que probablement, sans même qu'on le sache, nos données, à un moment ou à un autre, ont été volées sur une plateforme sur laquelle eh bien, on a pu donner justement un certain nombre d'informations. C'est exactement ça. Et ben d'ailleurs, si vous avez remarqué, vous ne recevez plus les mêmes SMS qui encore... je dirais 2 ans, 3 ans en arrière, dans la mesure aujourd'hui où ces SMS de phishing, donc de hameçonnage, comme vous le disiez, vous allez recevoir votre nom, votre prénom, voire un début d'adresse qui est bien loin des mails, des SMS génériques que vous avez. Donc c'est bel et bien la preuve que ces données-là ont été piratées. Par exemple, juste pour terminer sur ça, pas plus tard encore qu'il y a 7 semaines, il y a un autre cybercriminel qui vient me dire que pour Relais Colis, Mondial Colis, qui aujourd'hui viennent distribuer absolument tous nos colis que l'on reçoit chez nous en entreprise, a encore été piraté. Est-ce que la France est une cible privilégiée de ces hackers? Est-ce que c'est, j'allais dire, un terrain de jeu sur lequel eh bien, ils savent qu'ils ont davantage de latitude qu'ailleurs? La France est même un très bon terrain de jeu pour ces cybercriminels, aussi bien parce qu'on a une position géopolitique qui fait pâlir beaucoup, on prend beaucoup vraiment la parole, on est chahuté par les États-Unis, et surtout le fait de se dire que en venant attaquer la France, ça va faire beaucoup plus parler. Et donc ces cybercriminels ont compris ça, donc pour eux aussi c'est un très bon tremplin pour faire de la publicité, parce que je rappelle que l'objectif premier de ces cybercriminels, c'est de gagner de l'argent, donc en revendant vos données, en piratant ces bases de données-là. Après, pour certains aussi, pour eux, juste le fait de venir amplifier un message, que ce soit de la désinformation, que ce soit de la propagande, ça contribue, et lorsque vous avez par exemple le ministère de l'Intérieur, que vous avez encore un site comme La Poste, d'ailleurs la cyberattaque sur La Poste a fait le tour du monde. Donc c'est un tremplin monstrueux pour eux. Alors, vous avez évoqué ces cybercriminels. Est-ce que ce sont forcément des groupes? J'imagine qu'il faut des moyens colossaux pour aller hacker des sites comme ceux que nous évoquions. Ou est-ce que ce peut être également l'action d'un individu isolé? Vous disiez que vous êtes parfois sollicité par des cybercriminels. Qui sont ces gens? Depuis 18 mois maintenant, presque quotidiennement, je discute avec eux. Et donc on est loin encore, si vous voulez, Timothée, vous savez, de ces groupes hyper organisés, ce qu'on appelle les ransomware, donc les groupes qui vont faire vraiment venir pirater, par exemple les hôpitaux, rentrer dedans, mettre un bloqueur pour faire très simple et demander une rançon. Donc ces groupes-là, la plupart du temps, ils vont être soit russophones, soit en Europe de l'Est, mais là on est très loin de ça. Donc là, parfois, vous avez des jeunes, ça a été le cas par exemple pour Free, où à l'époque, Free, le jeune qui hack Free, il a 16 ans à l'époque. Je ne sais pas si on se rend compte. Pareil là encore pour le ministère de l'Intérieur, décembre 2025, ce jeune qui pirate le ministère de l'Intérieur, en tout cas lui et ses autres amis, ils ont 18 ans. Ouais. Donc des individus isolés et qui en plus sont de plus en plus jeunes. Est-ce que cette cybersécurité peut également concerner les États? Et on évoquait la question notamment de la souveraineté numérique et des possibles ingérences étrangères. On est en période électorale avec les municipales, la présidentielle arrive. Est-ce que de ce point de vue-là, la France également est menacée? La France va se faire encore plus chahuter lors de la prochaine élection présidentielle parce que tous les projecteurs, toutes les poursuites seront braqués sur la France. Et là, c'est juste aussi le terrain, en tout cas le terreau fertile pour différentes puissances de faire de l'ingérence. D'ailleurs, on a vu encore en fin d'année dernière une vidéo qui a été virale, vous saviez, où on voyait un peu dans les rues de Paris une journaliste annoncer la destitution du président Macron. Et cette vidéo-là avait été générée par de l'intelligence artificielle, par un jeune, lui, qui avait en tout cas aucune, je dirais, envie néfaste, mais sauf que ça a encore fait le tour du monde. Et le pire auquel il va falloir aujourd'hui se préparer, c'est de voir ce type de vidéo
avec aujourd'hui un niveau de précision qui est de plus en plus efficace, de plus en plus proche de la réalité, parce que vous avez des modèles, d'ailleurs actuellement on est en train de parler de Claude, qui à chaque fois, peut-être que vous avez vu aussi, en train de cracher des bourses ou des boîtes américaines parce qu'ils annoncent de toutes nouvelles modèles ou de toutes nouvelles fonctionnalités dans ces outils d'intelligence artificielle. Et donc en période électorale, et donc pour les prochaines semaines, les prochains mois, on va voir aussi ce type de désinformation de plus en plus présent. Qu'est-ce qui menace justement sur ces périodes électorales ? Certains pourraient, par exemple, on peut imaginer que, l'on vienne truquer les résultats, que l'on vienne bloquer, faire fuiter notamment, par exemple, les données d'un certain nombre de candidats, qu'on vienne bloquer, par exemple, le site. Là, on est élection municipale, le site d'une mairie qui soit complètement bloqué le soir de l'élection. C'est ce genre de choses contre lesquelles... Je vois que vous avez très bien fait vos devoirs de maison avec votre équipe, en tout cas pour le trucage des élections, on met de côté, parce qu'en France, on refuse encore aujourd'hui le vote électronique, et heureusement, parce que rien ne vient aujourd'hui garantir à 100% qu'un vote électronique sera équivalent à un vote en personne. Par contre, en effet, voir le soir des élections, voire même quelques jours avant, des sites de mairie tomber, 6 personnes, donc d'ailleurs on a pu le voir sur un site quand même comme La Poste, qui est assez robuste, qui tombe, mais aussi, hélas, voir les données personnelles de plusieurs personnes d'une équipe de campagne fuitée. Et là, on rentre dans une autre dimension, dans la mesure où on peut aller, ce qu'on appelle un peu doxer ces personnes, mais surtout aussi se dire, on peut aller vraiment les presser. Donc ça change littéralement, si vous voulez, jusqu'ici de ce qu'on pouvait encore comprendre. En tout cas, ce sont des enjeux qui sont évidemment vertigineux, puisqu'on parle de politique. Qu'est-ce que l'on peut faire, vous qui justement alertez sur ces enjeux-là? Vous rencontrez également des politiques, parce que évidemment, c'est un domaine qui est en train d'exploser et sur lequel on cherche à se renseigner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la CNIL existe déjà, donc c'est effectivement cet organisme censé protéger nos données. Sauf que la CNIL, je suis aujourd'hui au regret de le dire, et je l'assume totalement, plus personne n'a peur de la CNIL. Alors, tout cas, personne n'a peur de la CNIL. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous? Il faudrait avoir que la CNIL, en tout cas, puisse se doter d'un pouvoir de coercition. Et je pense que tant qu'il n'y a pas de sanctions fortes, en tout cas à la hauteur de toutes ces fuites d'informations-là, les choses ne changeront pas. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsque vous recevez, vous savez, tout à l'heure, vous faisiez un peu allusion à ces fameux mails, ou lorsqu'on vous prévient un peu, moi, ce qui me choque et surtout ce qui m'interpelle, c'est que beaucoup de gens derrière me disent « Mais Sachs, Clément Domingo, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut porter plainte ?» Et ça n'aboutira pas. Mais tant que la CNIL, en tout cas un autre organe, n'aura pas ce pouvoir de coercition, ça ne fonctionnera pas. La seconde chose, tant qu'on ne se mettra pas autour de la table et qu'on ne mettra pas les choses à plat, en se disant qu'on a un vrai souci par rapport à la protection des données. Et quand je dis la protection des données, c'est qu'on a 2 niveaux. Un premier niveau qui va être géré plutôt par l'ANSSI, notre Agence nationale des sécurités des systèmes d'information, juste pour quelques EIV, mais ça, c'est pas le cas pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de collectivités territoriales. Donc il faudrait un peu se remettre au goût du jour et surtout venir développer ce terreau, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et avec l'avènement de l'intelligence artificielle, on rentre dans une toute autre dimension. Et je vais terminer en disant quelque chose d'ailleurs qui date de cette semaine, où au Mexique, il y a pas loin de 5 agences gouvernementales, Timothée, qui ont été hackées juste grâce à l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on est déjà dans un autre niveau, les cybercriminels. C'est un danger qui nous guette ici en France également. Et qui est énorme. Aujourd'hui, ça veut dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous pouvez donner, donc parler comme on est en train de se parler, et donner des instructions à une machine, à une intelligence artificielle, qui va vous prendre par la main et qui va permettre de venir hacker 195 millions de données au Mexique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de... C'est absolument vertigineux, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, vous alertez sur ces questions-là, et vous êtes de plus en plus écoutés, justement, et notamment, effectivement, on l'a évoqué, avec cette période électorale qui s'annonce, et cette élection présidentielle de 2027. Merci Clément Domingo. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir été avec nous. On continue évidemment de suivre ces enjeux-là avec beaucoup